Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on va parler de gestion du poids, de poids de forme, de nutrition et un peu d'entraînement aussi. Comment éviter la prise de poids hivernale? Une problématique qui forcément va intéresser un certain nombre d'athlètes. Surtout que voilà, c'est le bon moment pour s'intéresser à la question. On est encore à plusieurs mois devant nous avant les premières échéances. Donc on va démarrer directement. Donc je rappelle le format, 10-15 minutes de présentation du thème, et puis ensuite on enchaîne avec vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser par écrit, que ça a un lien direct avec le thème du soir ou que c'est un lien un petit peu plus incertain, mais néanmoins toutes les questions sont intéressantes et elles intéresseront forcément les personnes présentes ou celles qui regarderont le live en replay. Donc écoutez, la période hivernale, c'est une période qu'on qualifie une période d'intersaison, où forcément du fait des conditions météo, du fait d'un calendrier beaucoup plus je dirais light, il y a effectivement moins d'opportunités de faire des gros efforts. En plus ça coïncide avec la période des fêtes, la galette des rois et ainsi de suite, donc tout un ensemble de réjouissances qui peuvent effectivement contribuer chez un certain nombre de triathlètes à une prise de poids importante qui, une fois le printemps venu, peut s'avérer un peu difficile à corriger. Parce que qu'une fois que la saison est lancée, et c'est pas forcément évident de rattraper et de faire des efforts nutritionnels pour perdre du poids. Donc l'idée d'éviter la prise de poids hivernale, c'est d'anticiper au maximum les choses et d'éviter que ça dérape trop pour ceux qui ont tendance à prendre du poids facilement. Donc pour ces athlètes-là, ce qui est toujours compliqué, c'est de faire le yo-yo, c'est-à-dire prendre du poids l'hiver, en perdre progressivement au printemps puis en été, puis en reprendre l'hiver suivant et ainsi de suite. Et c'est vrai que quand on prend 5 à 10 kilos dans l'intersaison, c'est forcément on doit consacrer beaucoup d'énergie à ça, à retrouver un poids de forme. Et forcément ça va un peu à l'encontre de l'entraînement, d'un entraînement qualitatif, parce que quand on doit faire des efforts nutritionnels et des efforts à l'entraînement, plus tout ce qu'il y a autour, le travail, la famille et autres, forcément c'est compliqué. Donc l'idée c'est d'anticiper au maximum les choses dès maintenant, dès le début de l'année. Les fêtes sont passées, maintenant vous pouvez être rentré dans vos objectifs 2020 et vous concentrer de manière un petit peu plus conséquente sur tout ce qui va vous permettre d'être en forme le jour J, dès le mois d'avril-mai ou un peu plus tard pour ceux qui ont des objectifs vraiment estivaux. Alors avant de vous donner un certain nombre de petites astuces pour éviter au maximum de prendre du poids l'hiver, déjà premier élément, la prise de poids, c'est évidemment en rapport avec ce qu'on observe sur la balance. Et je rappelle une chose, c'est que la balance n'est pas toujours un reflet extrêmement précis de la réalité de votre composition corporelle. Parce que quand on parle de prise de poids, on parle bien souvent, pour la majorité d'athlètes, de prise de gras, de prise de masse grasse. C'est ça qu'on veut éviter, parce que forcément, quand on a, pour un athlète je dirais standard de 70 kg qui va avoir de l'ordre de 10 kg de masse grasse, si effectivement on prend pendant l'hiver 10 kg de masse grasse supplémentaire, c'est comme si vous deviez faire des efforts avec un sac à dos de 10 kg en plus sur vos épaules quand vous courez, quand vous pédalez. Quand on nage, c'est pas trop gênant, mais pour les activités où on porte son poids, et notamment la course à pied, c'est une catastrophe. Donc qui dit éviter la prise de poids pendant l'hiver, on parle bien entendu d'éviter la prise de masse grasse. La prise de masse musculaire, ça peut aussi être un problème pour ceux qui font de la musculation, mais si on ne fait pas de musculation et qu'on n'a pas un régime
nutritionnel un peu enrichi en protéines, il y a très peu de chances de prendre de la masse musculaire en faisant du travail aérobie, en allant nager, en allant pédaler ou en allant courir. Donc, bien entendu, prise de poids égale éviter la prise de poids égale éviter la prise de masse grasse. Et pour ceux qui s'entraînent pendant l'hiver et qui se disent ah ben tiens ça serait bien que je perde un peu de poids, faites attention à aussi vérifier votre composition corporelle parce que vous pouvez tout à fait perdre de la masse grasse tout en prenant un petit peu de masse musculaire en parallèle, surtout si vous augmentez la charge d'entraînement en natation, surtout si vous avez entrepris un travail de musculation régulier. Voilà. Et on peut effectivement avoir un poids assez stable sur la balance et être un petit peu déçu de ne pas perdre de poids malgré des efforts, alors qu'en fait on change radicalement sa composition corporelle, on perd de la masse grasse, on prend de la masse musculaire en même temps, et au final le bilan sur la balance est toujours le même, semaine après semaine. Voilà. Donc attention à ce que dit la balance, regardez aussi votre composition corporelle. Alors après, pourquoi certains prennent de la masse grasse pendant l'hiver et d'autres beaucoup moins? C'est une histoire de métabolisme. Donc le métabolisme, c'est quelque chose qui est en grande partie lié à votre génétique, qui est aussi en partie lié à la manière dont vous mangez et bien entendu dont vous vous entraînez. Mais effectivement, en termes de génétique, certains sont naturellement dotés d'un métabolisme très important qui fait qu'au repos, quand ils dorment, quand ils ne font pas d'activité physique, brûlent beaucoup plus de calories que d'autres. C'est un petit peu... c'est difficile de faire évoluer ce métabolisme de repos parce que il est grandement lié à des aspects génétiques, je dirais à votre flore intestinale qui elle aussi peut contribuer de manière importante à ce métabolisme de repos. Et la seule manière de l'évaluer, c'est de faire un bilan calorimétrique ou un bilan en tout cas assez poussé, clinique, pour l'évaluer. Après, en plus de ce métabolisme de repos, vient se rajouter le métabolisme, je dirais, lié aux activités du quotidien. Donc dès que vous marchez, dès que vous bougez, dès que vous vous entraînez, vous augmentez votre dépense énergétique de manière très significative. Et plus vous vous entraînez, plus votre métabolisme d'activité va être élevé. Et plus vous vous entraînez intensivement, plus ça va même indirectement influencer à la hausse votre métabolisme de repos. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas trop jouer, le métabolisme de repos. Le métabolisme d'activité, par contre, beaucoup plus. Voilà. Et c'est pour ça que il est important de garder pendant toute la saison et en particulier en période d'intersaison, en période hivernale, une certaine qualité d'entraînement. Et pour ma part et avec l'ensemble de mes collègues du réseau de coach WTS, on est intimement convaincus de l'intérêt de garder des séances qualitatives l'hiver, en fait quasiment toute la saison. Ces séances qualitatives pouvant être des séances de renforcement musculaire, pouvant être des séances de sprint dans les 3 disciplines, pouvant être, voire même aussi des petites compétitions à intervalles réguliers, type cross, type interclub en natation, type 10 km à pied, course de ski de fond, cyclocross. Tous ces petits efforts de compétition permettent déjà de maintenir une certaine habitude à faire des efforts un peu intenses, permettent de dépenser beaucoup d'énergie ponctuellement et pendant la phase de récupération. Donc il ne faut pas hésiter à avoir un entraînement hivernal qualitatif. Alors, maintenant, comment on peut influer sur sa dépense énergétique pour dépenser plus de calories et, in fine, utiliser plus de graisse et limiter ou accélérer la perte de masse grasse dès maintenant, dès le mois de janvier, dès l'hiver. Alors, quelques petits conseils qui sont très variés. Alors déjà, sur le plan je dirais du mode de vie en général, c'est vrai qu'il y a un truc tout bête,
mais qui est tout simplement de baisser légèrement la température de son logement. Si effectivement vous vivez tout l'hiver à 22, 24, 25 degrés de température, votre corps va pas avoir besoin de se réchauffer, donc forcément il va dépenser moins d'énergie que si vous vivez dans une maison où il fait 17, 18, 19, où là effectivement il va avoir besoin en permanence de réchauffer je dirais le corps, et pour ça il faut brûler des calories, puisque c'est aussi l'une des fonctions du métabolisme, maintenir l'homéostasie en termes de température, et donc une température constante à 37 degrés. Autre manière, en jouant sur la température, c'est de manger plus souvent et de boire plus souvent, je dirais, des boissons ou des aliments froids. Le simple fait de boire de consommer des aliments froids, ça va obliger votre corps à chaque repas à réchauffer les aliments en question pour ensuite pouvoir les métaboliser efficacement. Et le fait de réchauffer ces aliments, ça va absorber des calories de votre corps et contribuer à une dépense énergétique. Donc plutôt que de manger très chaud, mangez plutôt froid, y compris l'hiver. Ça peut contribuer, je dirais, petit gain par petit gain, à à maintenir une dépense énergétique un peu plus élevée. Donc comme je l'ai dit, maintenir une activité physique relativement intense, y compris l'hiver, continuer à faire une compétition par mois, et après au-delà des aspects d'entraînement, en termes de nutrition, c'est vrai que le fait de manger un petit peu plus protéiné, un peu plus gras, va contribuer à générer un travail digestif un peu plus conséquent, et donc à vous favoriser cette dépense énergétique qui va contribuer à perdre du poids progressivement. Donc n'hésitez pas à manger gras. Il vaut mieux manger des aliments un peu trop gras que des aliments sucrés et peu gras. Le gras, c'est quelque chose qui... Donc on parle de l'huile d'olive, on parle du beurre, on parle de tous les oléagineux, on parle même des poissons gras, de la viande, du fromage. Alors certes, c'est très calorique, mais ça rassasie très rapidement et ça génère un travail digestif conséquent. Donc n'hésitez pas à manger pendant l'hiver un peu plus gras qu'en temps normal. En termes de répartition des repas, comme le dit l'adage, un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre. Donc on essaye d'avoir un apport énergétique qui va décroissant au cours de la journée. On n'hésite pas non plus à fractionner ses repas. Plutôt que de prendre 3 repas, on en prend 5. Ça aussi, ça contribue à générer une dépense énergétique un peu plus importante. Et dernier petit conseil qui peut aider, c'est en rapport avec je dirais, la privation calorique. Donc faire un jour de monodiète chaque semaine ou tous les 10 jours, ça peut être intéressant à tester. Donc la monodiète, c'est une journée pendant laquelle, donc 24 heures pendant laquelle vous ne mangez qu'un seul type d'aliment. Alors ça peut être des tisanes, ça peut être des jus de pommes, ça peut être des fruits, ça peut être du riz, mais voilà, on se concentre on réduit très fortement sa consommation énergétique, on se concentre sur un seul aliment, et je dirais dans les cas les plus poussés, quand on a déjà fait quelques fois, on peut se contenter de boire que des tisanes pendant 24 heures. Ça va avoir un effet sur votre rapport calorique global, et ça va avoir aussi un effet sur votre tube digestif en limitant en favorisant plutôt une élimination au niveau intestinal. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Pour conclure, perdre du poids, perdre la masse grasse, bien entendu, ça repose sur le fait qu'il faut rendre cette balance énergétique déficitaire. Donc il faut que les apports énergétiques soient un petit peu inférieurs aux dépenses. Il faut être en déficit. Pas un déficit très important, il vaut mieux avoir un petit déficit régulier, mais qui permette sur le long terme de perdre du poids. On dit que voilà, une très bonne moyenne, pour être très raisonnable, pour continuer à garder un entraînement qualitatif, c'est 1 kg par mois.
On peut bien sûr aller plus loin, mais forcément ça génère potentiellement une fatigue et ça empiète un petit peu sur l'entraînement, puisque si vous serrez la vis et que vous descendez par exemple à 1 kg perdu chaque semaine avec un régime très hypocalorique, forcément votre entraînement, votre récupération va en pâtir et vous n'aurez pas la capacité à faire quelque chose de très qualitatif. Donc il vaut mieux s'y prendre dès maintenant, perdre voilà, plus ou moins 1 kg par mois, ce qui fait déjà 6 kg d'ici le début de l'été, ce qui est très significatif, plutôt que de chercher à perdre vite du poids et derrière avoir potentiellement du mal à récupérer. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette première partie. Donc maintenant, écoutez, j'attends vos questions sur ce thème ou sur d'autres, ou sur la saison à venir. Vos questions, vous-même vos suggestions, puisque on démarre une nouvelle saison d'articles et de live sur l'entraînement avec Trimax. Et donc, je suis ouvert à toute suggestion ou à toute demande d'article. Alors, Grégory nous pose une question intéressante. Faut-il manger du sucre ajouté, comme des gels énergétiques, après un entraînement? Alors, premièrement, les gels. Les gels, c'est du sucre très concentré, généralement sous forme de mélange de sucre avec du glucose, du fructose, de la maltodextrine, voilà, sous des sucres de différents types de molécules glucidiques. Et ces gels, pour moi, ils ont un rôle principal. C'est avant tout je dirais, avoir un gel, consommer des gels, c'est en situation un petit peu d'urgence. C'est-à-dire que voilà, on est en phase d'entraînement, on fait une longue sortie vélo, une longue séance à pied, on commence à avoir un petit peu, on sentir que la glycémie baisse, on se sent moins bien, on a moins d'efficacité, tous les symptômes qui peuvent commencer à prédire une hypoglycémie. Voilà, là le gel a vraiment une utilité, il permet de rétablir rapidement la glycémie et de repartir sur un bon rythme et d'éviter la grosse hypo. Donc dans ce genre de situation, c'est intéressant. Après, je ne suis pas du tout partisan des gels à l'entraînement, en continu, voire même en compétition, basé que sa nutrition sur des gels, pour plein de raisons. Déjà, c'est des sucres potentiellement très rapides et qui peuvent générer des variations de glycémie importantes. Ça génère énormément d'emballage et de déchets, de déperdition. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà, on attaque une nouvelle décennie où les problématiques de développement durable sont tous les jours plus importantes. Voilà, et aujourd'hui, je pense que les gels, ils sont pas du tout dans cette logique-là. Donc, on garde les gels pour les situations d'urgence. On en a toujours un ou deux sur soi au cas où. Et on utilise plutôt des boissons énergétiques, des fruits secs, des petits gâteaux de riz maison, voire des barres de céréales, mais on évite d'utiliser des gels à l'entraînement. Et en récupération, j'en vois pas d'intérêt particulier. Il vaut mieux faire une collation un peu plus complète qui va vous apporter des glucides, qui va vous apporter des protéines, qui va vous apporter des minéraux, des fibres. Voilà, donc il vaut mieux prendre une collation plus complète après l'entraînement que des gels. Merci Grégory pour cette question, ça permet de clarifier les choses. Donc écoutez, profitez-en, posez vos questions, que c'est un rapport avec le sujet d'histoire, la perte de poids ou pas, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, et puis alors comme je vous le disais, on démarre une série de 11 articles et de 11 thèmes pour les lives de la saison 2020. Donc si vous avez des sujets qui n'ont pas été abordés ces derniers mois, qui vous intéressent et que vous souhaiteriez qu'on aborde en live, par écrit dans les articles sur le magazine, faites-moi part de vos suggestions. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de feedback des internautes et des lecteurs, parce que ça permet de mieux répondre à vos besoins et à vos attentes.
Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc je vais faire un petit... je vais meubler, comme on dit dans le jargon, pendant quelques instants. Donc voilà, là on est au mois de janvier, les fêtes sont passées. Pour une majeure partie d'entre vous, on est en période de préparation physique générale orientée. Donc c'est une période effectivement où on commence légèrement à augmenter l'entraînement dans les 3 sports, mais en gardant un focus de fondation. Donc voilà, il est encore temps de travailler ses points faibles. Donc si vous êtes un piètre nageur, essayez d'aller nager un petit peu plus souvent pendant l'hiver, de faire du travail technique, d'essayer de comprendre pourquoi vous avez du mal à glisser dans l'eau. Voilà, c'est le bon moment. Si vous avez quelques lacunes à pied, c'est peut-être le moment de courir un peu plus, de faire des compétitions, de travailler votre technique, de travailler votre pied, de faire du renforcement musculaire spécifique. Voilà. Là, on est encore dans une période où c'est intéressant de travailler ses points faibles. Puis après, quand on va s'approcher de la période d'entraînement plus spécifique, il faudra songer à se focaliser sur vos points forts et à renforcer vos points forts. Alors, autre question, est-ce que le fait de faire du fractionné ou des efforts... Alors, est-il préférable en cette période, question de Nico, que je salue, de faire du fractionné ou des efforts en basse fréquence pendant cette période hivernale? Alors je pense que en période hivernale, la fameuse méthode d'entraînement dite polarisée, où on a une grosse base d'entraînement, de grosses fondations à basse intensité, et une petite partie de ces entraînements, de l'ordre de 20% des séances à haute intensité, est intéressante. Donc en cette période, il faut mixer. Ça ne sert à rien de faire que de la basse intensité. À l'époque, on disait il faut faire 1000 km petit plateau avant de commencer à fractionner à vélo. Bon, elle peut être mise en question. Je pense qu'on peut commencer à faire des fractionnés très courts, des sprints très courts à vélo. On peut commencer à faire du 30-30 ou des séances d'escalier, de sprint à pied, et c'est pareil en natation. Mais ça ne doit représenter que 20% du nombre de vos séances. Donc si vous vous entraînez 5 fois par semaine, une fois par semaine, vous allez faire de la haute intensité, et les 4 autres fois, de l'intensité beaucoup plus basse du travail foncier. Voilà, un peu schématiquement la répartition, mais toute l'année il faut mixer la haute intensité et la basse intensité. Grégory nous demande, est-ce que le fait de faire du fractionné court favorise la perte de poids? Alors c'est une très bonne question, parce que effectivement l'intensité à laquelle on s'entraîne va générer bien sûr une dépense énergétique un petit peu plus élevée pendant l'effort, mais va surtout générer une dépense énergétique beaucoup plus élevée pendant la phase de récupération. Donc quand vous faites une séance d'1 heure de course à pied en endurance, je ne sais pas, vous allez dépenser selon votre gabarit entre 500, 600, 700 calories par heure. Si vous rajoutez un entraînement dans la même séance d'1 heure, une partie de la séance qui est faite à haute intensité, par exemple, disons 20 minutes, sous un format type 30-30 à haute intensité, vous allez augmenter votre dépense énergétique d'effort un petit peu. Donc vous allez monter, si vous êtes à 600 calories l'heure, vous allez monter à 800 ou 900. Et puis, mais c'est surtout dans les heures qui suivent que votre dépense énergétique de repos pendant la phase de récupération va être beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire pendant l'hiver du travail fractionné, que ce soit du travail de force-vitesse, type sprint, musculation, ou du travail plus cardio, de type VMA, travail de développement de VO2 max, etc. Merci Nico et Grégory pour vos questions.
Donc voilà, un petit peu le topo sur cette thématique. Pour résumer, commencez dès aujourd'hui à réduire ses apports énergétiques, à moduler un petit peu la manière dont on s'organise au quotidien, baisser la température de sa maison, s'entraîner régulièrement, bouger un maximum, manger froid, manger un peu plus gras. Voilà, toutes ces petites choses additionnées vont vous aider à perdre du poids. Et puis en termes d'entraînement, voilà, on est en janvier, ça positionne à peu près à plus ou moins 6 mois pour les premières épreuves de triathlon vraiment importantes. Et je pense notamment à l'Ironman France. Donc c'est le bon moment pour commencer à rentrer dans un entraînement un petit peu plus poussé et en incorporant 1 à 2 séances chaque semaine de travail plus intensif dans, par exemple, vos sports qui sont un petit peu vos points faibles. C'est le bon moment d'essayer de les renforcer. Voilà, bah écoutez, ça fait une demi-heure qu'on a démarré à peu près. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc on va démarrer progressivement cette saison de live et je vais m'arrêter là s'il n'y en a plus d'autres. Vous pouvez toutefois les poser par écrit sur la page Facebook Trimax Triathlon Magazine ou m'écrire directement et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, je vous souhaite déjà une très bonne année 2020, une très bonne saison. Entraînez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Au revoir.